Ayant mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment, comme là, Kim et Bouakara Idara, t'entends. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est en moi. Ça, c'est Kwame Nkrumah. Ha! PDG, let's get it, buddy! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et avant de commencer, je te demanderai juste de t'abonner. Juste ici. Mais ça, tu le sais déjà. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement honoré. D'ailleurs, c'est la première fois que nous recevons un humoriste. Mais qui a aussi la casquette d'acteur. Mais on développera ça, vous savez bien. Monsieur Farid Chamek. Comment tu vas, mon brother? Super, et toi? Tout va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invite. Eh ben, avec plaisir. Elle était super, cette annonce. C'est un mélange d'anglais, d'anglicisme. C'est très intéressant. C'est ça la complexité. Vous, comme je te disais tout à l'heure, les humoristes, on ne sait pas quand vous attaquez. Secteur Abdoulaye, c'est secteur A. Exactement. Ah, d'accord, ok. Tu sais que j'étais fan de tous à l'époque. C'est vrai? Ouais, grave. Stomy, Amédée, tout ça. Je connais bien. Et ben tout ça, c'est mon quartier. D'accord, ok. Mais c'est vrai, en plus, c'est vrai. J'avais connu Stomy par son premier album, Le Calibre qu'il te faut, à l'époque. Et putain, j'avais kiffé. Le meilleur morceau, c'est là où ils sont tous dessus. Ouais. Je marche pour la famille. Ah, c'est du costaud, hein. Et je comprends pas que ce son n'ait pas été plus loin dans le buzz, parce que c'est vraiment un morceau du rap français qui mérite d'être écouté. Les puristes connaissent ce morceau. J'adore. En tout cas, le message, il est passé. Stomy, c'est mon gars, c'est mon frérot, donc assurément, le message est passé. Comment tu vas, brother? Ça va super. Ça va très bien. Bah écoute, c'est le confinement, donc on dort, on mange à souhait. Tu peux voir à ma beubare que ça fait un moment que j'ai pas croisé un coupe-tif, tu vois, un barbeur. Mais sinon, je vais pas. Elle est pas terrible, la mienne non plus, je te rassure. On est moche en ce moment, ça. Il faut s'avouer les choses, franchement. Mais franchement, non, bien, ça va. Bon, après, on relativise parce qu'il y a toujours pire que nous, tu vois. C'est ça. Mais c'est cool, ça va, c'est cool. Bon, c'est bien de positiver. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Est-ce que tu peux te présenter, Farid, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas, pardon? Bah, je m'appelle Farid Chamek, voilà. Puis je suis comédien et humoriste. C'est-à-dire que parce que des fois, les gens ne font pas la différence. Ouais. Comédien, donc je fais du théâtre, des films et des vidéos et des séries. Et je fais humoriste, c'est-à-dire que je joue un one-man show, voilà, sur Paris, au Comedy Club. Et voilà, donc c'est ma fonction actuelle, puisque j'en ai eu plusieurs avant, mais là, c'est ma fonction actuelle, voilà. C'est ce que je fais de ma vie. Il y a des gens qui me disent, mais sinon, t'as un vrai métier? C'est mon métier, en fait. Je sais que c'est bizarre de se dire qu'on est payé avec des blagues, mais ça marche. Quand, des fois, ça marche. Tu vis de ta passion, mais nous, c'est ça qu'on veut entendre, justement. C'est mortel, grave, ça. Grave. C'est mortel. Mais avant ça, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur ton enfance, ta jeunesse. Ouais. À Villars. Ouais. Parle-nous de tout ça, s'il te plaît, parce que putain. Il n'y a pas beaucoup de DZ, on sait, voire pas du tout. Ouais. Raconte-nous tout ça, s'il te plaît. Villars, c'est une petite ville qui est dans le 42, dans la Loire. C'est de là dont je suis originaire, en fait. D'accord. J'ai grandi là-bas et il faut savoir que c'est plutôt rural comme... Alors les habitants de là-bas te diront non, c'est pas vrai, c'est pas rural. Si, c'est parce qu'en fait ils connaissent pas vraiment la vraie ville. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il y a 3 voitures sur le parking que c'est une ville. Mais c'est une vraie ville. Moi j'habitais donc alors je peux pas faire comme tous les gens, tu sais, issus de l'immigration qui vont te dire qu'ils ont galéré en banlieue, tu sais. C'est pas du tout mon cas en fait. Tu vois, c'est pour ça que je fais jamais la victime parce que j'ai pas le droit de le faire. J'ai eu une super enfance. J'ai habité dans un pavillon dans la campagne, d'accord. C'est-à-dire que j'ouvrais mes volets, il y avait des vaches. D'accord. Le seul truc que je pense que
que j'ai vécu en doublon, c'est-à-dire de manière très virulente, c'est le racisme. Parce que nous, on était la seule famille de rebeux dans ce lotissement. Et du coup, c'est ça, moi, vraiment, que je me suis pris en pleine tête. Et c'est pas le racisme seulement quand t'arrives à Paname où les flics te parlent bizarrement ou quoi. Non, non. C'était le racisme de mes voisins, de l'école, de tous les gens que je croisais. Mais pourquoi je te parle de ça? Tu vas me dire, ouais, mais c'est bad. Comme, non, ce qui est cool, en fait, c'est qu'en vivant ça, t'as appris à te protéger. C'est-à-dire, ça m'a endurci. Le vrai racisme, tu vois, tous les jours, les brimades. Attention, quand t'es à l'école, t'es le seul. C'est t'es marrant, tu sais, c'est des trucs de déjà c'est pas marrant déjà. T'as aucune créativité dans le racisme, tu vois ce que je veux dire. Ouais, clairement. Mais c'était ça, et tu avais des gamins qui ressortaient concrètement ce qu'ils entendaient leurs parents dire, tu vois. C'est ça qui était chaud. Mais ça t'apprend à outrepasser. Après, tu te victimises plus, c'est-à-dire que tu fais ok, c'est comme ça, d'accord, je vais vous montrer que non seulement je peux être comme vous, mais je peux être aussi meilleur que vous. Bien. Donc ça m'a mis dans un mood de compétition, de me dire allez, faut que j'y aille, faut que je fonce. Ok, à l'école, faut que je sois bon, en EPS, Et franchement, j'avais un niveau moyen à l'école, vraiment un niveau moyen. Sachant que eux ils avaient un moyen, très, c'est quoi, très 10 bon. Ouais, 9 même, tu vois, c'était vraiment très moyen, tu vois. Ma mère, elle désespérait parce que, voilà, et je lui disais qu'en fait, après le recul, c'est aujourd'hui que j'ai compris qu'en fait, je me sentais un petit peu dévalorisé, moi, tu sais, je me sentais pas vraiment à ma place. Ouais. Et avec le temps, j'ai compris que c'était l'école qui me faisait chier plus qu'autre chose. Ok. Je m'ennuyais de ouf. Je me suis toujours ennuyé à l'école. Je m'ennuyais. Il y a qu'une matière que j'aimais bien, c'était l'histoire. L'histoire géo, ça, je kiffais. Ok. Mais voilà, j'ai grandi dans cet environnement un petit peu. Chez nous, c'était les kermesses, c'était les feux de la Saint-Jean, c'était les balles. D'accord. Tout ce genre de choses. J'avais la chance d'avoir en bas de chez moi un terrain de basket. Je jouais souvent au basket. J'adorais le basket. Alors, génération 90. Hein. Je te parle de Jordan, Magic Johnson, toute cette génération-là. Pippen. Ouais, grave. Pippen. Et vers l'âge de 11 ans, je découvre le rap. Mais comme il y a personne qui n'en écoute là où j'habite, je suis obligé d'aller dans la ville, aller à la Fnac, aller dans les rayons import pour voir ce qui se fait en rap. C'est-à-dire, il y a du rap américain, du rap français. Et c'est comme ça que je découvre le rap. Okay. Donc, si tu veux, j'ai pas été influencé par le fait qu'il y ait des gens qui écoutaient du rap autour de moi. C'est juste que j'ai regardé des émissions très tard le soir sur M6. Et c'est comme ça que j'ai découvert des émissions où il y avait des clips à l'ancienne. Du Wu-Tang, ce genre de choses. Et c'est comme ça que j'ai découvert, moi, tous ces groupes et que j'allais les chercher à la Fnac pour les écouter. C'est-à-dire que ma culture musicale, cinématographique, je me la suis fait seul en cherchant. Bien. Parce que bizarrement, quand tu habites dans un seul endroit, tu es un peu isolé. Et c'est-à-dire que, culturellement parlant, la majeure partie des gens prennent ce qu'on leur propose. À la radio. Absolument. Skyrock, ça commençait tout juste. Là, je te parle de rap, mais même dans la musique de manière générale. Et j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a grandi en France dans les années 60. Elle a été immigrée en France. Qui, elle, m'a fait découvrir un panel de musique assez incroyable. Ça passait de Jacques Brel à Bob Marley, en passant par Michael Jackson, George Michael, Rod Stewart, etc. Là, je viens de renverser du café. C'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, voilà, c'est tout l'environnement dans lequel j'ai grandi, l'état d'esprit dans lequel ça m'a mis un petit peu de combativité, plus la chance d'avoir ma mère qui m'ouvre des horizons, et moi, cette nature à vouloir rechercher un peu ce qui se passait, ça m'a ouvert un peu le mind, comme on dit, l'esprit. Bien sûr. À chercher toujours de la nouveauté, en fait, et vraiment à connaître des choses. J'écoutais même du métal à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Pas parce que la musique était diabolique ou parce qu'en fait. Parce que. Tu te cherchais. Non, mais tu sais, c'est quoi la vérité? C'est que c'est la seule musique pour moi qui optimise vraiment les instruments de musique dans leur capacité. Tu sais, on dit qu'on n'utilise que 20% de notre cerveau. Ouais. Eh ben, moi, je pense que la musique métal, quand tu as une guitare électrique, la majeure partie des musiciens utilisent 20% de sa capacité. Mais le métal, ils lui font cracher sa race à la guitare, à la batterie, c'est pareil. Il y a des vraies mélodies, il y a des vraies recherches musicales. C'est ça qui m'intéressait, moi, vraiment, tu vois. Et je pourrais faire le mec genre, tu vois, non, c'est vraiment, ça m'intéresse. Je suis curieux de nature, c'est ça en fait. Et je pense vraiment que, pour parler de parcours,
si tu veux vraiment arriver à faire des trucs, il faut s'intéresser, mais pas être influencé. Vraiment s'intéresser. Exact. Tu vois, quand tu es influencé, je vois aujourd'hui la jeunesse d'aujourd'hui, et c'est pas une critique que je fais, hein, c'est une observation. Par exemple, la musique, par exemple, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, la musique. Je vois, on est vraiment dans un truc où les gamins sont influencés. J'ai entendu une fois un mec qui a dit, un rappeur qui a dit, je connais pas IAM. J'étais choqué. Comment tu peux être dans une discipline où tu connais pas tes aïeux? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est pour tout comme ça. C'est-à-dire, quand tu fais un truc, que tu pratiques une activité sportive ou que tu t'intéresses à l'histoire, à un pays, ou peu importe, fais la genèse. Va voir comment on en est arrivé là. Exact. C'est ça, tu vois? Tu veux faire du jiu-jitsu brésilien parce que tu veux être fort à la bagarre, mais va voir d'où ça vient le jiu-jitsu brésilien. Exact. Regarde l'histoire. Et je te jure que des fois même, l'histoire, elle te passionne, elle te donne encore plus envie de pratiquer un truc. Tu vois? C'est clair. D'aller dans une discipline. Je sais que tu étais un enfant timide. Ah, fouiné, on s'est renseigné, tu le sais. Ouais. T'es un enfant timide. Comment l'enfant timide Farid, qui a vécu à Villars, en province, tout ça, s'est lancé dans l'humour? Je sais que ça forge. Tout à l'heure, tu m'as dit que ça forge. Mais là, t'as fait le grand écart, là. Ça fait partie des découvertes de soi-même, tu vois. C'est bizarre, c'est vraiment, tu vois, tu me poses la question, mais c'est le gros point d'interrogation de ma vie. C'est comment je suis passé de j'arrive pas à parler aux gens à je parle devant 10 000 personnes. Ouais. Cette transition-là, je ne me l'explique pas, mec. Et j'ai jamais compris comment j'ai réussi à faire ce truc. Et donc, je fais la rétrospective et je me dis, à quel moment je parlais pas aux gens, à quel moment j'ai pété un plomb. Et je crois savoir à peu près à quel moment, c'était en 4e, 3e, où j'étais chum de ouf. Bon, je dis pas qu'aujourd'hui, je suis un canon de beauté, mais bon, on a amélioré un peu, tu vois. Chum de ouf, lunettes, boutons, des habits éclatés. T'étais pas frais, quoi. J'étais pas frais du tout, tu vois. Je suis pas le mec populaire du collège, tu sais, loin de ça. On était loin de tout ça. Moi, j'étais vraiment... Et un jour, en fait, je sais pas pourquoi, moi, je traînais avec des geeks. C'est des intellos, tu sais, des geeks. Je traînais avec eux. Et un jour, ces mecs-là, quand j'étais avec eux, j'étais à l'aise, donc je faisais des blagues. Et ils me disaient, tu sais, Farid, tu sais que tu es drôle. Hein. Ouais. Et moi, je leur disais, ouais, je suis drôle pour vous. Mais les autres humains, ils comprennent pas mon humour, tu vois. Et en fait, je crois que c'est en 4e. J'étais fan d'humoristes, moi, de scène, tu vois. Eli Kakou, Michel Courtemanche. Et je regardais leurs cassettes vidéo tous les jours. Je connaissais leurs sketchs par cœur. Et des fois, je m'amusais à les refaire. Et je sais pas. Un jour, j'ai commencé à faire ça à une cour de récréation. J'ai eu 2, 3, 4 personnes qui rigolaient à mes conneries. Après, viens, Farid, tu vas voir, regarde, il fait Michel Courtemanche, il le fait trop. Vas-y, fais voir, Farid. Et moi, je faisais. Et les gens rigolaient. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 personnes. Et un jour, on fait un voyage scolaire. On part à Londres. On part en bus, et il y a 13 heures de bus, tu vois, de Saint-Étienne pour aller jusqu'à Londres. Et dans le bus, je sais plus ce qui se passe, à un moment donné, il y en a un qui dit « Ah, mais Farid, prends le micro, là, vas-y, fais-nous des vannes. » Et moi, non, mais arrêtez vos conneries. Et là, le prof, il dit « Mais pourquoi tu fais des blagues, toi ?»« Ouais, il sait super bien faire courtement. » Ah ouais, vas-y, fais-nous voir. Il me donne le micro. Je te jure, pendant tout le trajet, j'ai parlé, je racontais que de la merde dans le micro, et les gens étaient morts de rire. Même les profs ont changé avec moi après ça. La prof de dessin, d'art plastique, tu sais, on a toujours une prof d'art elle est un peu chelou. Elle est venue voir, elle m'a dit, tu sais, Farid, tu devrais faire du théâtre. Moi, je suis là, ouais. Et j'avais quoi? J'avais 14 ans à ce moment-là. Et je crois que elle s'est faite là, la bascule. Où j'ai compris que c'était une arme et que les gens te kiffaient par ça et que j'ai commencé à me faire inviter dans les anniversaires, les meufs aussi. Frérot, c'est là où j'ai commencé à faire des bisous. Parce qu'à l'époque, personne ne me calculait. J'étais chum de ouf. Mais dès que j'ai commencé à faire des blagues, les meufs ont commencé à me dire Farid, t'as dit, on se voit, on va manger. Et moi, je dis, mais sérieux? Et putain, et ça change la vie, mec. Ça a changé ma vie. Et du coup, je me suis trouvé ce personnage qui est moi, en fait, naturellement. C'est de toujours tout tourner à la dérision pour détendre les gens. Même des fois, tu as des gens tendus en face de toi. Tu prends leurs problèmes, tu les mâches, tu les mets dans ton... Tu les recraches. Mec, tu désamorces. Absolument. Et tout glisse. Et c'est devenu une arme. Et ayant beaucoup parlé de ça avec Jamel, par exemple, Jamel m'a dit aussi, ouais, c'est ce qui m'a fait... ce qui m'a sauvé, quoi. On parlera de Jamel après. Mais, et à quel moment, cette fois-ci, tu t'es dit, en route pour Paris?
Ah ouais, alors ça, c'est bien plus tard. C'est bien plus tard parce qu'en fait, à mes 15 piges, donc je découvre tout ça. Ensuite, je me casse, je fais de la capoeira. Et dans ma tête, j'ai un projet de vie, c'est d'être maître de capoeira. Ok. Et je suis déterminé. Et quand je te dis je suis déterminé, bon là, je suis éclaté, mais j'avais un vrai corps, tu vois. C'était 5 entraînements par semaine à 3 heures d'entraînement par jour. Et c'était une dinguerie. Je voulais être capoeiriste. J'apprends le portugais. Je pars au Brésil. Je reste un moment au Brésil, Bien. je me forme avec les meilleurs, mais il y avait même une école de ce qu'ils appellent le Vale Tudo là-bas, donc c'est le jiu-jitsu brésilien. Je fais un peu des cours avec eux, je kiffe, je reviens, je suis fin prêt, je continue à m'entraîner ici, et je fais de la danse hip-hop en parallèle, et je me blesse. Je me blesse, c'est-à-dire que mon projet de vie de devenir maître, il est un petit peu compromis parce que je me blesse. Et surtout que ça prend des années avant d'être maître de capoeira, tu vois. Et puis c'est un truc qui arrive très rarement si t'es pas brésilien, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu comme avec les japonais, le budo, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et que voilà. Et du coup, riche de cette expérience, je maîtrise un art martial, je maîtrise des instruments de musique et je sais parler une autre langue. Je me dis, putain, c'est cool, je sais faire plein de choses, mais comment je peux exploiter ça pour en vivre? Ça n'existe pas. Bien sûr. Tu vois. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, allez, en parallèle, je continue à faire du théâtre et de la danse hip-hop. Je reviens à Saint-Etienne après le Brésil et j'ai beaucoup voyagé avant, et je me dis, je peux plus rester ici, il n'y a plus rien pour moi en fait. J'ai fait le tour de ce que je pouvais faire. Voilà. Je me suis formé ici en fait, j'ai chargé mon fusil, bah, il faut que j'aille maintenant diffuser ce que je sais faire. Va à la capitale et vois ce qui se passe. Je monte à Paris et c'est la Hesse. Interdit bancaire, appart en coloc avec un pote à moi dans un 20 mètres carrés. On galère, hein. Vraiment c'est la galère. On est loin de, tu vois. Et je pars très très mal. Je pars très très mal. Je me dis putain, et je recommence tout à zéro. Et j'ai même mon père ou ma mère qui me disent mais pourquoi tu t'affliges ça? T'as tout ici, pourquoi tu te prends la tête? Achète la maison qui est en face. Je dis non, je dis mais justement, je dis papa, t'as fait ce qu'il fallait pour qu'on ait le bagage. Moi, j'ai d'autres défis et je vais essayer de les relever. Bien. Pour toi, pour vous, pour ton nom, pour tous les sacrifices que vous avez faits. Tu vois, je dis, je veux pas avoir la même vie que toi. Je dis pas que ta vie, elle est pas bien. Je dis juste, les sacrifices que tu as faits, il faut qu'il y ait une causalité à tout ça, des conséquences, tu vois. Et ils comprennent pas au début. Ma mère comprend pas non plus. Ils sont dégoûtés que je sois parti. Et je vais pas te mentir, je connais à Paris, je connais la fin. Mais vraiment, c'est pour de vrai. Hein. Ça, c'est un truc que je dis rarement, mais j'ai connu la fin pour de vrai. C'est-à-dire que pas d'argent, pas vraiment de contact ici, tu sais, pour nous dépanner ou quoi aux caisses. Et à un moment donné, je vais me coucher parce que j'ai faim et que j'ai rien à manger. Ça m'est arrivé, ça. Donc, ce que je te disais, Farid, toi, tu es dans ton hustle. Ça veut dire à chaque fois que tu bouges, tu es allé attraper ce que tu as aujourd'hui. Ouais. Raconte-nous déjà des anecdotes avec la clique, les Malik Bentala, pardon. Et Bounaïmin, nous on veut tout savoir, nous. Bah, faut savoir que c'est des mecs que j'ai rencontrés au début. On commençait tous plus ou moins en même temps. Enfin, Boun, ça faisait un moment qu'il était là quand même. Ouais. Malik et moi, on est arrivés. Je crois Malik, il est arrivé quoi, 1 année ou 2 années avant moi, tu vois. Et c'est des gars avec qui, alors plus Boun que Malik, parce que Malik, on se croisait beaucoup. C'est un mec avec qui je m'entendais vachement bien. On échangeait sur le métier, sur comment y arriver. Lui, à l'époque, pareil, il arrivait d'une ville à côté d'Avignon, d'un village même qui s'appelle Saint-Julien de je sais plus quoi. Pareil, mais même, à peu près la même histoire, tu vois. Il a grandi dans un petit village, tu vois. Et Bounaïmin, il arrivait de Bordeaux. Et Bounaï entraînait avec un pote à moi aujourd'hui qui malheureusement est décédé, Waïd Madouri. Et à l'époque, on traînait. Quand je te dis on traînait, c'est-à-dire que moi j'avais... Ah oui, dans les boulots que j'ai fait, j'ai oublié de te dire, j'ai été fonctionnaire de l'éducation nationale à un moment donné. Bien. Sur un concours, comme ça que j'ai passé au hasard, mec, je suis arrivé premier. Je sais pas comment j'ai fait. Et j'ai travaillé au rectorat de Paris, en fait. Voilà. Donc je faisais ça, je travaillais la journée au rectorat de Paris et le soir j'allais sur Mécène. Et je vais même te dire, des fois je travaillais des vannes au rectorat de Paris quand j'avais rien à faire, tu vois, je travaillais des trucs. Et à l'époque, on traînait beaucoup avec Bounaïmin, c'est-à-dire qu'on était sur les grands boulevards et on attendait que les comédie clubs ouvrent pour aller jouer, pour pouvoir manger. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je travaillais, mais ça suffisait tout juste à payer mon loyer, en fait, à l'époque, tu vois. Parce que j'étais beaucoup endetté, j'ai plein de problèmes financiers à l'époque. Et Boun, c'est un mec qui a beaucoup galéré, mais on a galéré ensemble. On était ensemble tout le temps.
Et quand il a commencé son premier spectacle qui s'appelait La France aux Chinois, je faisais les premières parties, moi. Ouais, Je faisais exactement. les premières. Exact. Et franchement, c'était quand j'y repense, c'était une super période parce que là, tu vois, là, il y a 2 ans, en 2019, il a fait le Marrakech du Rire. Moi, j'étais là avec lui, tu vois. Et on repensait à tout ça et on se disait, putain, le truc de ouf quand même, tu vois. On était là. Et quand je te dis vraiment, hein, on attendait que les comedy clubs ouvrent uniquement pour manger. C'est-à-dire qu'il y avait un comedy club qui s'appelait Le Pranzo en face du Jamel Comedy Club. Quand tu jouais, tu pouvais avoir une pizza gratuite. Ok. Donc on y allait pour ça. Et puis parce qu'on aimait le Pranzo aussi, il y avait une bonne ambiance. Ouais. Mais c'est surtout parce que voilà, on avait faim et que c'était la seule manière pour nous de manger coolos, quoi, sans s'endetter. D'accord. Et voilà, et avec Boone, on a fait ce chemin-là, et c'est pour ça que je suis très heureux pour lui, là, tout ce qui se passe. Tu vois, quand tu vois des potos avec qui t'as galéré, et puis ça fonctionne, on a à peu près la même histoire. Je suis plus que convaincu de tout ce que je te raconte depuis tout à l'heure. C'est mortel. Parce que c'est ça, tu prends des teutards, hein. Il y a rien, de mon expérience, il n'y a rien qui puisse t'arriver de bien sans que tu prennes des teutards. Bien. Ça n'existe pas. Bien. Franchement, tu te fous. Moi, encore aujourd'hui, hein, je fais des passages télé où je veux faire des sketchs, où je vais faire un truc, une intervention qui pue du cul. Ça va être nul. Ça va être nul. Tu sais, les gens s'acharnent sur Internet. Ouais, c'est nul. Mais dis-toi bien une chose. C'est quand t'as le recul, t'as vu avant tout le monde que c'était nul. C'est pas la peine de s'acharner. Moi, tu connais les gens. Mais moi, je vais te dire un truc. Parce que c'est très facile derrière son ordinateur de juger tout ce qui se passe. Mais frérot, tu sais quoi, je te jure, ça n'existe pas d'arriver à un niveau correct ou de perfection ou dans ton art sans te manger. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Les boxeurs, avant d'être des bons boxeurs, ils ont pris des patates. Bien sûr. C'est tout. Bah, nous, c'est pareil. Tu peux pas être... Alors, il y a des fois, tu vois... Ça touche, ça. Pardon ? Ça te touche, là, les petites piques, quand tu foires une vanne. Moi, c'est pas ce qui me touche. Tu sais ce qui me touche vraiment, en fait. Dis-moi. Ce qui me touche, c'est de me dire... que l'humanité, c'est humain les réactions en fait. Ils ont cette satisfaction pour certains, ils se satisfont de parfois des échecs. Absolument. Pourquoi ? Parce que ça les rassure. Exactement. Et moi, ça m'inquiète pas pour moi, ça m'inquiète pour eux. Je me dis, mais en étant dans cette position-là, vous pouvez pas être positif et vous allez attirer que des choses mauvaises sur vous parce que vous n'êtes pas dans la bonne démarche en fait. Quand un mec se plante, tu sais, moi, j'ai eu des potes à moi, tu vois, on pourrait... Parce qu'on évoque souvent ça, tu sais, l'histoire de concurrence entre comédiens, ce genre de choses. Absolument. Elle existe, évidemment. Tu vois ce que je veux dire. venir. Mais moi, quand je vois un mec qui se fait mal sur scène, je suis pas content. Ça me fait mal au ventre. Pourquoi ? Parce que je me mets à sa place. Et je sais ce qu'il est en train de vivre. Et que aujourd'hui, tu sais que je t'ai dit, j'ai fait du break. Nous, on passait pas par en dessous ou par en dessous pour... Si t'étais pas bon ce jour-là, tout le monde le voyait. À la danse, il n'y avait pas de relation, de connexion, de machin. C'était on va voir ce que tu vaux. Voilà, bah, il est plus fort que toi. Voilà, ça s'est vu là tout de suite. Travaille, la prochaine fois, tu seras meilleur que lui. Donc moi, je suis dans cet état d'esprit de si tu veux être le meilleur, travaille. Ça sert à rien de parler, ça sert à rien d'essayer de passer par positif. Un esprit positif. Et être un peu dans ces trucs de méritocratie. C'est-à-dire que si t'es bon, t'inquiète pas, les choses arriveront pour toi. C'est ça, exactement. Et moi, je m'essaye à plein de trucs. Alors, des fois, je me plante, mais ça fait partie du truc. Et ceux qui n'acceptent pas de se planter, qui au premier échec arrêtent, eh ben, à ceux-là, j'ai envie de leur dire, vraiment, les mecs, c'est un gros travail qu'il faut faire sur vous. Bien sûr. Parce qu'il n'y a absolument rien dans ce bas monde qui n'arrive tout fait. Tout à fait. Ça n'existe pas. Tout à fait. Tu sais, quand j'ai commencé la capoeira, frérot, j'étais raide. Je savais pas faire une roue. Au bout de 2 piges, parce que j'ai travaillé avec le cœur, vraiment le cœur, hein, c'est vraiment parce que ça me faisait kiffer, je la faisais sans les mains. Ok. Et les gens qui me connaissaient me disaient, putain, mais t'étais raide, t'arrivais pas. Comment t'as fait ? Je me suis saigné, mec. Je me suis saigné. Il n'y a pas de réussite sans souffrance. Bien. Moi, j'en connais pas. J'ai jamais vu quelqu'un réussir comme ça. Et les mecs qui arrivent, par connexion, par machin, à monter, ça dure pas. Tu peux pas durer. Exactement. Tu peux pas durer parce que tu sais pas savourer exactement. Ton moment. Ton moment. Exactement. J'ai eu de vrais moments de ouf et j'ai eu des vrais moments de bad. Les deux. Mais quand les bad, ils arrivent aujourd'hui, je les aborde plus du tout comme à l'époque. Bien sûr. Avant un échec, je rentrais sous ma couette et j'étais en dépression, mec. Aujourd'hui, quand je me plante, je me dis, c'est pas grave.
Mortel. Je m'en fous, franchement, je m'en fous. C'est pas grave. On va rebondir, on va réessayer. Tant que je suis vivant, de toute façon, j'ai quoi à perdre. Mortel, c'est ça. Non, bel état d'esprit. Hein. Non, mais Bel état c'est vrai. d'esprit, Farid. Non, mais c'est cool, c'est bien de le dire. Parce que moi, c'est ça qui me. Parce que je regarde beaucoup ce qui se passe autour de moi. D'accord. J'ai des petits frères, tu vois. J'ai une sœur. Et je vois bien, des fois, j'ai un décalage générationnel. Moi, j'ai 40 ans. Hein. Et j'ai un décalage générationnel. Et je vois, moi, les petits frères, les petites russes qui arrivent là, de 20 piges, ils sont parfois dans une illusion de réussite C'est qui clair. fait rep. Tu dis, vous voulez tout, mais vous voulez rien faire, en fait. C'est dingue. Et moi, je leur dis, mais ça peut pas arriver comme as. C'est clair. Arrêtez de vous comparer aux youtubeurs qui ont pété des millions de vues parce qu'ils faisaient des vidéos dans leur chambre. Lui, il l'a fait. Et ça a marché parce que c'était le premier. C'est ça. Trouve ton premier à toi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est tout. Et voilà. Mais c'est bien d'alerter sur ce genre de choses, hein, parce que tu sais, malheureusement, c'est l'être humain qui est comme ça, mais l'être grave. humain a toujours tendance à voir ce qui est au-dessus de la montagne, ce qui brille, ce qui shine et tout, mais il oublie carrément ce que la personne a bravé, ce que la Grave. personne a enduré, Grave. etc. Donc, c'est bien de nous conscientiser sur ces choses-là, Farid, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je t'ai fait venir ici. Bah, avec plaisir, mon gars. C'est mortel. Mais aujourd'hui, t'as fait le Jamel Comedy Club, effectivement. Moi, j'ai vu tes sketchs. J'étais par terre. Ah, merci, frérot. C'est J'étais gentil. par terre. Non, mais Ça, honnêtement, l'humour me parle. Ouais, mais après, Tu vois, ça dépend lesquels. Oui. J'en ai fait des pourris de ouf, j'en Ouais, ai fait non, des mais- biens, j'en ai fait des... je sais même plus ce qu'il y a sur Internet, en vérité, tu vois. Parce que moi-même, j'ai... Ben, quoi qu'il en soit, mais déjà, c'est bien. Tu vois, déjà, t'as cette franchise-là de dire, il y en a que t'as foiré. Tu sais, il y en a qui aiment bien se rassurer. Toi, tu le dis, il y a des fois, c'était pourri. Mais moi, pour le coup, je te dis honnêtement, en toute franchise, ça m'a marqué. Comment Jamel, la connexion avec Jamel s'est faite après par la suite? Jamel, ça a été... en fait, ça a été du hasard, complètement hasardeux. C'est-à-dire que, je vais te dire un truc, depuis Dis-moi. que je suis à Paname, j'ai rien prévu. J'ai rien... C'est pour ça que je te dis, tu sais, les jeunes aujourd'hui qui se programment, tu sais, moi, je vois des petits jeunes qui arrivent dans l'humour, ils ont 20 piges. Tu parles avec eux, tu dis, ouais, mais il faut jouer avec mon manager. Quoi? Quel manager? De quoi? Moi, j'ai eu un manager, écoute bien, il y a 2 ans. Mon premier manager, c'était il y a 2 piges. D'accord. Mais t'étais déjà quelqu'un. Ben oui, je faisais, enfin quelqu'un, je faisais Bon, mais déjà tu m'as quelques compris. trucs. Oui, je faisais des trucs à la Non, mais télé. modeste. Je faisais des trucs à la télé, tout ça, mais un manager, mon gars, j'ai eu ça il y a 2 piges. Pourquoi faire un manager? Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Ils habillent le truc avant d'être un diamant poli. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent déjà l'habillage. Et moi, je leur dis, non, mais comment ça, un manager? Et en fait, la connexion, moi, avec Jamel, comme je prévois rien dans ma tête, moi, juste je kiffais sur scène. Et je kiffais en face du Jamel Comedy Club. Il y avait un un pote à moi qui s'appelle Emmanuel Smadja. Il avait ouvert un truc qui s'appelait le Pranzo. Et c'est lui qui nous a offert la première tribune. D'accord. C'est là-bas que Kev Adams a fait ses premières scènes, qu'il a été produit pour la première fois. Ken Kojandi, Kéron, tout le monde. Tous les humoristes que tu connais aujourd'hui sont passés là-bas. Boone, tout le monde. Et on jouait tous là-bas. Et c'est en face du Comedy Club. Et le Comedy Club, à l'époque, c'était encore Thomas Njijol qui Exact. jouait. Et puis, il y a eu cette transition à un moment donné de vouloir changer de troupe. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle une scène ouverte du mardi qui s'appelait la Deb Jam Comedy. Et donc, le directeur artistique, il venait, des fois, au Pranzo, voir ce qui se passait. Et quand il y en avait un qui lui plaisait, il lui disait, tiens, tu veux pas jouer à la scène ouverte du Comedy Club? Et c'est comme ça, moi, que c'est arrivé. C'est un jour, il est venu, il s'appelle Jean-Michel Joyaux, il vient, il me dit, tu veux jouer en face un mardi? Je dis, ouais, pourquoi pas? Et putain, c'était impressionnant. Mec, on arrive de province, on rentre pour la première fois au Jamel Comedy Club, on voit la salle, on voit la scène, on dit, ah, c'est comme à la télé, ah, c'est génial et tout. Et je commence à jouer là-bas, les mardis. Tac, 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 je joue là-bas. Je te la fais courte, hein. Parce que, bon, du coup, entre-temps, je suis appelé pour plein de trucs. C'est que là, ça commence un peu à faire un peu de bruit, tu vois. À devenir Et sérieux. ouais, j'ai la directrice artistique du Point Virgule qui me propose de faire l'Olympia avec plein d'artistes du Point Virgule. Bien. Je me dis, waouh. Après, elle me dit, j'ai plein de dates à te proposer si tu veux. Je fais, waouh. Et on commence à me payer. Je me dis, waouh, ça tue. Tu vois, je commence à gagner de l'argent avec ça, en fait. Après, on me propose des petites télés, tu vois, mais juste des apparitions, tu vois, des... On s'intéresse pas à moi, est-ce que je suis... C'est juste, voilà, t'es là pour faire des blagues, fais des blagues. Si tu veux écrire aussi, la radio aussi, Beurre FM, tu vois, qui me propose d'écrire un petit peu des chroniques. Génération, avec Raphaël Liem, tu vois, je fais quelques chroniques avec lui et tout. Et j'ai un côté un peu politisé, enfin politisant peut-être, je sais pas si c'est le bon terme, c'est-à-dire que je suis un peu révolté des fois par ce qui se passe dans le monde et en France, tu vois. Donc j'ai beaucoup de blagues sur Twitter, tu sais, sur la politique et l'actualité, ce qui se passe.
Donc, il y a souvent des médias qui s'intéressent à moi pour ça, tu vois. Et ça commence, tu vois, à me contacter, à faire des trucs et tout. Et dans le même temps, j'intègre une pièce de théâtre qui s'appelle Couscous au lardon, qui tourne depuis 10 ans à Paname. Non, je te jure, non, c'est vraiment 10 ans à Paname. Alors, et là, c'est un tout autre registre. C'est ce qu'on appelle du théâtre Ah merde. C'est du burlesque, c'est du... on n'est plus du tout dans le stand-up. Et moi, je fais ça en parallèle. Et quand je fais ça, en fait, je me découvre des trucs de jeu que j'exploitais pas sur la scène. Et je me dis, mais putain, mais t'es con, en fait. T'as plein de cordes à ton arc, utilise. Bien. Et ça me fait évoluer, en fait, sur scène. Et un jour, voilà, la connexion avec Jamel, elle est simple. C'est qu'un jour, on fait l'émission Jamel Comedy Club, saison 7. Et là, il y a le directeur artistique qui change. Il s'appelle Ismaël Sissavané, qui est le mec qui a créé la série des Lascars. Et Ismaël, c'est un gars comme ça. C'est un tueur. Là, il est sur un film Netflix avec Van Damme, par exemple, tu vois. J'ai beaucoup de respect pour ce mec, déjà, pour ce qu'il a fait pour moi, et surtout parce qu'il est très talentueux. Et du coup, lui, il me dit, ça te dirait de faire l'émission, parce que c'est moi qui m'en occupe cette année. Et moi, je lui dis, ouais, pourquoi pas. Et je fais l'émission, et c'est là que ça commence. Donc, je rencontre Jamel là, sur l'émission. Et au début, tu vois, c'est jovial, hein, salut Jamel, il n'y a rien d'intime, tu sais, on n'a pas un rapport intime. Ouais, c'était très cool, ouais, ça va. Et suite à cette émission, il crée une nouvelle troupe. Et sur cette nouvelle troupe, il y a Alban Ivanov, Fadili Camara, Jason Brokers, Younes et Bambi, moi, Foudil Kaibou, Nick Mukoko. Et voilà, et on fait, on est la troupe du Jamel Comedy Club, la nouvelle troupe, et on tourne ensemble pendant 2 piges, c'est-à-dire qu'on fait le théâtre à Paname, et en même temps, toutes les tournées en France, dans toutes les salles de France. C'est du 40 dates par saison, c'est un truc de fou, tu vois. Et un jour, Jamel passe sur une des troupes, et il regarde toute la troupe, et puis parce que son fils Léon voulait voir la troupe, il repart, et je reçois un mail... c'est quoi? C'est une semaine après de la production qui me dit Jamel, t'as vu ce week-end? Il aimerait savoir, il m'a dit est-ce que tu serais chaud pour faire les premières parties de son nouveau spectacle qui va bientôt commencer? Je lui dis pourquoi moi? Je lui dis il y en a plein. Il me dit non, mais c'est toi qui l'as kiffé, c'est toi qui veux. Il dit il aime bien ta vibes et tout. Voilà. Et moi je dis ouais, ok. Je regarde les dates, je vois, je vais pas te mentir. Sur la tournée en total, on a dû faire 200 dates. Mais frérot, il y a 44 zéniths. Pour moi, c'est une nouveauté. Il y a 26 dates à la Cigale, 16 au Casino de Paris, 44 zéniths. Et moi, je suis là, mais vous êtes sûr? Il me dit ouais. Je suis d'accord, ok. Et au départ, ce qu'ils me disent pas, c'est que c'est pas une première partie. Et il était loin déjà, le fonctionnaire. Ouais, non. Là, mon gars, j'ai arrêté de travailler à la fonction en 2014, pour tout te dire. Voilà, 2014, j'ai vu que je faisais assez de cachets pour développer un statut d'intermittent du spectacle. J'ai dit, allez, ciao. Il faut savoir que la France qu'on critique, elle a quand même des petits trucs sympas. C'est que quand tu es fonctionnaire et que tu veux faire autre chose, tu peux dégager 10 piges, récupérer ton poste. C'est ce qu'on appelle la mise à dispo. C'est-à-dire que là, aujourd'hui encore, si je veux y retourner, je peux y retourner. D'accord. C'est pour ça que, tu vois, et c'est cool. Et en vérité, Jamel, donc, je le rencontre sur la construction de son spectacle. C'est-à-dire que le spectacle n'est pas fini. Là, il a écrit 20 minutes. Et il me dit, c'est pas une première partie. Quand je suis en galère, tu viens sur scène. Et moi, mais comment ça? Il me dit, tu prépares des passages dans ta tête. Quand j'ai un trou, que voilà, je sais plus où j'en suis, je vais descendre pour revoir mes copies, et toi, tu les fais attendre, tu fais des vannes et tout. Je suis l'enculé. Et des fois, comme ça, 3 fois. Alors moi, je suis à l'affût, tu vois, je regarde le spectacle, et du coup, il fait je vais rappeler Paris-Tchabec pendant 5 minutes. Il sortait, et moi, je montais sur scène, et des fois, il mettait hyper longtemps à revenir. Moi, je faisais des vannes. Ah, et moi, tu reviens quand, là? Et mine de rien, aujourd'hui, je le remercie. Pourquoi? Parce que c'est ça qui m'a affûté. Bien. Affûté. C'est-à-dire qu'avant ça, j'étais quelqu'un sur scène. Après ça, j'étais complètement une autre personne.
Et après, quand il a commencé à bien construire son spectacle, là, oui, c'était une vraie première partie. Je faisais 20 minutes. Derrière, il arrivait, c'était le feu. Voilà. Là où vraiment ça a été ouf, c'est la Cigale, où on a fait 26 dates. Et là, je me suis mis en première partie à jouer devant des gens, tout le game, cinéma, médias, tu sais, François Hollande est venu me voir dans ma loge. Bien. Tu vois, en me disant il m'a dit, en fait, il passait, il me voit, il me dit, ah tiens, je voulais vous voir. Et moi, je lui dis, ah ouais? Il me dit, bonjour, enchanté, François. Je dis, ouais, mais je sais qui t'es, se présente. Et il me dit, j'ai adoré, surtout votre passage où vous parlez de votre village, parce que moi, je viens de Corrèze. Je dis, ouais, mais je connais votre vie un peu. Et il me dit, ouais, j'ai adoré. Vraiment, ça m'a parlé. Hein. C'est complètement ma vie. Hein. Moi aussi, j'ai adoré. Merci beaucoup pour ce moment, j'ai beaucoup ri. Hein. Et il me refaisait toutes mes vannes. Ah ouais? Ouais, moi je crois que c'était un mytho, tu sais, qu'il était en mode protocolaire, quoi. Il dit ça à tout le monde. Mais non, il m'a refait toutes mes nevas, tu vois. Bien. Et moi je le regardais comme ça, et je dis, mais waouh. Bah, François Hollande, tu vois, petite rencontre sympatoche, parce que du coup, tu vois, pour un mec comme mon père, autant pour moi, tu sais, parler à des hommes politiques, j'en ai rien à foutre. Vraiment, je m'en fous. Parce que j'ai une relation avec la politique qui est assez distante. Mais mon père, par exemple, je l'ai fait pour mon père, tu vois. Bien. Je fais une petite vidéo avec François Hollande. Et je fais C'était symbolique. Je fais un salam à mon père, tu vois. Et mon père, il me dit, t'étais avec François Hollande? Je dis, ouais. Il me dit, t'as rien dit sur moi. Mon père, c'est un blagueur de ouf. Ouais. Tu vois, c'est un blagueur de ouf. Et pareil, je lui ai fait la même avec Belmondo, parce qu'il kiffe Belmondo. Bien. Et voilà, j'ai croisé comme ça des gens, tu vois, beaucoup de gens du Cinoche, comment elle s'appelle, l'italienne, Monica Bellucci. Bellucci, qui, voilà, j'ai pu échanger avec elle un moment, tu vois. Tous ces gens-là que je voyais moi dans ma télé quand j'étais petit, j'ai eu la chance de les rencontrer, d'échanger avec eux. Ils m'ont donné des conseils. Pour certains, ils m'ont dit des vrais trucs, tu vois. Et c'est là, en fait, que tu te dis, eh ben, c'est peut-être le moment de se dire que t'as une place quoi, dans ce truc, et qu'il faut la creuser. Et que ce mind que j'avais, cet esprit que j'avais de vouloir... qu'il faut que je continue dans ce sens-là, parce que la preuve, ça marche. Mortel. Je me rappelle de mes volets que je joue avec des vaches en face, et là, je me retrouve devant Hollande, Bellucci, Mathieu Kassovitch, je parle avec eux, tu vois, j'ai une vraie... Je me dis, waouh, et je suis le premier surpris, parce que tout le monde, tu vois, pense que pour moi, c'est normal, mais pour moi, c'est pas normal. C'est-à-dire que j'ai jamais prévu ça, tu vois. D'accord. Et c'est dingue, et c'est cool, c'est très, très cool. Et est-ce que, donc, Jamel, est-ce que tu le considères comme un mentor? Mais carrément, parce que Jamel, c'est quelqu'un qui est médiatisé aujourd'hui depuis plus de 30 ans. C'est clair. 30 piges. Nous, on a grandi avec lui. C'est-à-dire, quand il est arrivé, Jamel, j'avais quoi, 14 ans, moi 15 ans. C'est un mec... alors, moi, il me parlait pas... Il a parlé à beaucoup de gens parce que c'était un mec de banlieue. Pour certains, c'était un arabe. Il regroupait beaucoup la jeunesse française, et qu'il arrivait au bon moment, ce mec. Vraiment au bon moment. Il est arrivé au moment où tout ce qu'il a dit sur scène, à la télé, on avait besoin de l'entendre. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et je vais pas te mentir, pour moi, il a un talent hors norme. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, moi, de vivre avec lui 3 piges en tournée. C'est que la tête de ma mère, je crois que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi drôle. Non, mais pour moi, c'était le meilleur. À la tête, c'était le meilleur. C'est un truc de fou. Non, mais il est drôle tout le temps. Il a des vannes de... Il raconte des histoires incroyables. Et des fois, je lui dis, mais en fait, ce que tu nous as donné sur scène, t'as même pas donné la moitié. Parce que moi, là, tout ce que tu me racontes depuis qu'on se connaît, je lui dis, si tu prends toutes les histoires, là, tu les mets sur scène, mais t'as un spectacle de... Il te raconte des histoires, mon gars, mais il m'a raconté des trucs. Mais c'est de la science-fiction. Il m'a dit, je te jure que c'est vrai. Ça s'est passé comme ça. Des trucs complètement incroyables. Des anecdotes sur ses débuts, où il a joué dans des arrière-boutiques, dans des arrière-boulangeries, avec des racistes. Tu sais, des trucs comme ça. Il te raconte des trucs. Le jour où il raconte que... son père l'emmène au Trévise, au théâtre, et que son père, il veut pas aller au Trévise, il s'en fout. Sauf que ce jour-là, il l'attend et il s'assoit dans la salle. Et que tout se passe bien d'habitude, et que ce jour-là, il y a un mec qui décide de rentrer avec un joint à la bouche, à poil sur scène, et il parle à son père, de père de Jamel. Ah ouais? Et il dit, Jamel, ouais. Il me dit, moi, je voulais crever. Et il me dit, le mec, j'étais en train de dire, sors, arrête. Il m'a dit, je voyais la tête de mon père.
Il m'a dit, je voyais le mec tout nu, ses fesses, et je voyais la tête de mon père entre ses jambes. Il me dit, que des phases comme ça. Et je lui dis, mais pourquoi tu racontes pas ça sur scène? C'est tellement des moments de malaise de ouf, tu vois. Je lui dis, mais c'est tellement marrant. Il en a plein des anecdotes comme ça. Et c'est un mec drôle. Moi, il m'a beaucoup conseillé sur plein de choses. Un mentor, évidemment, puisque déjà, dans l'âge, c'est mon aîné. Et surtout, c'est un mec qui a une expérience incroyable. Aujourd'hui, tu sais, on le voit un peu moins à la télé. C'est clair. Les gens oublient, les nouvelles générations n'ont pas toutes les données. Mais quand tu fais vraiment le résumé, la dernière fois, j'ai vu une émission sur C8 qui retraçait un peu son parcours. Je le vois tous les jours. Hein. Et je me disais, mais ouais, c'est vrai, il a fait ça, putain. Ah ouais, il a fait ça, putain. Ah, il a fait ça aussi. Ah, le truc d'où. Et des fois, on oublie la dimension des choses qu'il a pu faire. Présenter les Oscars. Ou les Césars, je sais plus si c'était les Césars. Ouais. Les Césars. Ouais, il a présenté les Césars plusieurs fois, quand il fait des remises de prix avec Adriana Carambeu. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Tous ces trucs. Barry White, il a chanté avec Barry White sur un plateau. Ces moments, c'est lui qui les a créés, tu vois. Un jour, il m'a dit une phrase. Il m'a dit, Farid, quand tu fais un passage télé, faut pas penser au passage télé. Pense à être dans le zapping. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a dit, mon but, c'était d'être dans le zapping. Je dis, ah ouais, donc toi, en fait, tu voulais créer un moment. Et en fait, c'est ça. Et quel conseil de Jamel tu garderas toujours en tête? Parce qu'il est très généreux, le Jamel, je suppose. Ouais, en fait, il est généreux, surtout que, pour la petite anecdote, c'est ouf, c'est que chaque date, avant de monter sur scène, Jamel, il fait du sport avec un coach. Ah ouais? Ouais. Il court, il fait des exercices pour mettre son corps en activité, tu vois. Et des fois, quand moi, je montais sur scène, les gens savent pas, le rideau est fermé, mais il est en train de courir derrière moi, en fait. Ok. Des fois, je parle, j'entends toum 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 toum. Et des fois, il me parlait. Ok. Des fois, il me parlait. Et des fois, quand il avait envie vraiment de faire le con, il mettait sa main derrière et il me touchait. Et j'ai même une vidéo de ça que j'avais postée. Il disait, ouais, Farid, ouais, c'est ça, ouais. Allez, vas-y, on va, ouais. Ouais, super, ouais. Et moi, je rigolais, les gens comprenaient pas pourquoi je rigolais tout seul. D'accord. Mais des gens, ils disaient, mais pourquoi il rigole à ses blagues, ce con? Je rigolais pas pour mes blagues. Ouais. Et Jamel, il faisait le con derrière, en fait, tu vois. Ok. Donc, des fois, il s'entraîne et chaque première partie, il écoute. Donc, chaque première partie, on va dire ce qu'on veut, hein. C'est un ami, ce que tu veux, mais t'es évalué quand même. Il suffit que tu fasses 3 dates où t'es complètement en dessous. Il va dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Donc, à chaque date où je cartonnais, où la salle explosait, pour moi, c'était, voilà, bon, je mérite toujours ma place. Tu vois ce que je veux dire? C'est, voilà, je suis là où je dois être. Et Jamel, il écoute. Et des fois, il entendait des trucs où moi, j'avais plus le recul. Il venait me dire, tu vois, quand tu dis ça, là, tu devrais attendre, tu devrais plutôt parler de ça. Et à ce moment-là, tu dis ça. D'accord. Et des conseils sur le texte, ou des conseils, par exemple, un conseil un jour qui m'a donné, qui m'a grave servi, quand tu fais une tournée et que tu changes de ville chaque jour, c'est que moi j'avais tendance, tu vois, à me moquer de la ville. Ok. J'arrivais, je disais, ouais, chez vous, c'est ça, ouais, c'est ça. Et un jour il m'a dit, écoute Farid, je vais te dire un truc, c'est très simple, c'est pas compliqué à comprendre. Quand tu arrives dans une ville, les gens qui te connaissent pas, il me dit là, les gens, ils te découvrent. C'est pas toi qui sont venus voir. Je dis, ouais. Il me dit, donc, tu sens bien que des fois, t'arrives, il y a une sorte d'animosité, ouais, c'est qui ça? Nous, on veut Jamel. Tu vois? Et ça, j'ai appris, en fait, avec le temps, à l'aborder, et je le dégrossis même. Tu vois, je rentrais sur scène, je fais, ouais, pour ceux qui ont encore un doute, je suis pas de Jamel. Hein. Et je leur disais, dites-vous bien qu'un arabe peut en cacher un autre. Tu vois? Petite vanne désamorce, et je dis, on va l'écouter, il est peut-être pas si mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gens t'écoutaient, et parfois je recevais des centaines de messages après une date, tu vois? Des centaines de messages. Je dis, mortel, on a kiffé, putain, on te suit, maintenant on va venir voir ton spectacle et tout. J'ai mortel. Et c'est comme ça que ça a matché pendant 3 piges. Et Jamel, il me disait, quand tu arrives dans une ville et que tu connais pas la ville, que tu connais la ville, mais que tu as envie de les vanner, ne les vanne pas tout de suite, ils ne te connaissent pas, ne les braque pas. Il m'a dit, il faut toujours que tu sortes d'abord le positif de la ville. C'est génial, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanani, nanana, nanani, nanana. Mais, sur le mais, ils vont déjà rigoler. Tu vois? Il y a quand même ça aussi. Il y a quand même ça. Il m'a dit, et là, tu vas avoir tes rires, là, tu vas avoir des gens qui sont avec toi. Bien sûr. Il m'a dit, quand tu vas avoir une meuf, tu vas pas lui dire, hey, je vais faire des bisous et du sexe. Non. Avant, il faut que tu mettes les formes. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Voilà, donc et tous ces conseils-là, aujourd'hui, j'ai fait un paquet. Et des fois encore, quand je monte sur scène aujourd'hui, il y a encore sa voix dans ma tête qui me dit, ouais, non, fais ça comme ci, fais ça comme ça, non. Sans être
du copiage d'attitude. D'accord, Ça. ouais. Moi, je fais Ouais, très t'as ton attention. style, t'as ton style, ouais, je fais clairement. très attention à ça. Clairement. Tu vois. Très attention. Et on sait que ce milieu est un milieu très difficile aussi. De ouf. T'as pas ressenti un petit peu de jalousie d'être l'élu? Complètement. Raconte-nous tout ça. Non, mais ça, c'est chaud, ça. Ça, c'est chaud parce que c'est un peu les dessous du truc. C'est-à-dire qu'on est dans un domaine où le maître mot est le rire, mais j'ai jamais vu un milieu aussi pas marrant. Mais c'est vrai. C'est parce que, en fait, tout dépend de ce que tu projettes au public. Et t'as des gens, tu sais, des fois, t'as l'air sympa de fou en public. Grave. Et la vraie personne, elle est pas ouf, tu vois. Clair. Là, j'ai pas d'exemple concret, mais parce que je veux. Non, t'en as, mais on le dira pas. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est souvent ça d'ailleurs. Des fois, t'as des gens archi drôles sur scène. C'est Tu clair. parles avec eux dans la vie, t'as envie de les balayer, mec, parce qu'ils sont pas marrants. Pas marrants dans le sens où on leur demande pas d'être marrants, mais eux, ils sont marrants que quand on les paye, en fait. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, Carrément. il y a des gens comme Alban Ivanov, par exemple. Le mec, il est dans la vie comme il est sur scène. Ok. Il a pas de névrose bizarre, il est gaulerie tout le temps. D'accord. C'est le mec avec qui j'adore être. Alban Ivanov, quand on faisait des tournées, j'avais mal aux abdos et à la mâchoire tellement on rigolait. D'accord. Tellement on rigolait. C'était... Il y a des gens comme lui, comme Bambi, Younes Depardieu, tu vois, c'est des potos. Wahid, mon pote Wahid, tu vois, c'est des gens marrants dans la vie. D'accord. C'est des gens, ils sont drôles parce que voilà, ils ont développé ce truc, voilà. Et comment t'es passé outre ça? Outre ça, c'est Parce concrètement... que quelqu'un qui est naturel, spontané, qui a saisi sa chance. Tu sais, tout à l'heure, on parlait clairement du fait que tu viens du 42, tu viens de loin, t'es venu à Paname, t'as bourlingué, etc. Là, aujourd'hui, t'as cette petite main qui était tendue, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais c'était... Comment il a réagi, Farid? Moi, comment j'ai réagi? Déjà, je te dis, hein, j'ai été étonné. J'ai pas réagi comme quelqu'un qui devait avoir cette place. J'ai pas réagi comme quelqu'un pour qui c'était naturel. J'ai été le premier étonné. Tu vois ce que je veux dire? Clair. J'ai été le premier étonné. Et même une fois que tu intègres cette équipe, Jamel, il est entouré de beaucoup de gens. Tu as aussi la validation de tous les gens qui sont autour de lui. On a Mohamed Hamidi, qui est son metteur en scène, qui est un mec qui a un regard aiguisé, tu vois. Exactement. Il va dire oui ou non. Il va donner son avis. Moi, il m'a dit clairement, ouais, pour moi, tu fais le taf de ouf. Voilà, c'est mérité. Django, qui est son auteur, tu vois. Et puis après, même sa sécurité, qui sont ses potes de longue date, qui donnent un peu leur avis sur ce qui se passe. Et Jamel, il est à l'écoute, il a ce cocon, tu vois, de cercle proche, dont il écoute les conseils. Et ces gens-là aussi, tu vois, c'est soit ça match avec eux, et moi, comme j'ai jamais, tu vois, je me suis pas inventé de life avec eux. Je suis arrivé vraiment, j'étais content d'être là. À partir du moment où t'es content d'être là, et que tu n'aspires pas à dire hey, humoriste, respectez-moi, je dois faire ci, moi je fais pas ci, je fais pas ça. Bien sûr. Tant qu'il n'y a pas ça, les gens ils sont cool avec toi. C'est clair. Dès qu'on sent un peu d'arrogance ou de je suis au-dessus de vous, mec, je suis croyant et je te jure, je mets les humains tous au même niveau. Donc à partir de là, je te jure que tu as ce concept-là en tête, tu peux pas te comporter comme une merde. Mais tout le monde n'a pas cette éducation, parce que moi c'est clairement l'éducation de mes parents qui a fait ça, tu vois. Je vois des gens vraiment, tu sais, qui sont prêts à tout. Moi, je refuse des trucs. Hein. Moi, je refuse des trucs. À partir du moment où tu me proposes un rôle de djihadiste, excuse-moi du mot, mais nique ta race, en fait. C'est jamais de la vie. Jamais. On n'est pas là pour véhiculer un truc positif sur scène. On se bat pour ça depuis longtemps. Absolument. Et arriver derrière, faire un film où tu vas alimenter tous les clichés qui font plaisir au blanc moyen qui a jamais rencontré d'arabe ou de noir dans sa vie et qui pense qu'on est des gens bizarres. Jamais de la vie. Ça, ou mec de banlieue, parce que j'ai jamais été un mec de banlieue. Je veux dire, pour moi, un mec de banlieue, ce serait vraiment un rôle de composition. Parce que je l'ai jamais été, en fait. Tu vois, parce que je dis, moi, quand je suis la banlieue, je l'ai découverte en arrivant à Paname. Première fois, on m'a dit, ouais, il faut que tu joues un spectacle à Clichy-sous-Bois. J'arrive dans une Tess, Montfermeil, tout ça, et je découvre. Je savais même pas que ça existait, des trucs comme ça. Frérot, j'ai été choqué. J'ai dit, non, mais comment on peut laisser des gens vivre comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais carrément. Non, mais au moins, t'es sincère. T'es sincère et t'es droit dans tes pompes. Mais moi, je suis droit dans mes pompes parce que ça me révolte. C'est bien. Ça me révolte. Et puis, comme je t'ai dit, je mets les humains au même niveau. C'est-à-dire que ça me révolte. Comme, tu vois, je sais pas, moi, quand tu me parles d'écologie, c'est pareil. Ça me révolte. Et comme je te dis, j'ai pas de combat. Je mène pas de combat particulier.
Mais il y a des trucs qui me... Ouais. Et ma meilleure arme, c'est d'en rire. Bien. C'est que je fais des vannes dessus. Ouais, non, mais pour c'est clair. quand c'est absurde, faut sortir l'absurdité d'une situation. Pour que... Tu vois. D'accord, mais en tout cas... Et oui, pour revenir à ta question, la concurrence, évidemment qu'elle existe. Mais je pense vraiment qu'avant tout, les gens qui se mettent dans une concurrence, ce sont des gens qui ont une concurrence ou un problème avec eux-mêmes. C'est ça, c'est ça. Moi, je taffe. Comme je t'ai dit, j'attendais rien de la vie à ce niveau-là. Je continue juste de faire ce que j'ai commencé à faire, travailler. C'est ça. Et je te jure, parfois, des fois, pendant 6 mois, je regarde même pas ce qui se passe à côté. Et des fois, les gens m'envoient des vidéos. T'as vu un tel ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il a fait? Et je sais reconnaître quand c'est cool. Je n'ai pas d'animosité envers un autre humoriste, par exemple, qui a traité un sujet d'une manière meilleure que la mienne. Ouais. J'ai aucun problème avec ça. Pour moi, tu vois, on essaie tous de s'en sortir. Et surtout quand ton moteur, c'est pas la notoriété et l'argent, tu vas gagner mieux que les autres. Parce que quand tu cours après la notoriété et l'argent, et pour certains les meufs, c'est clair. C'est que tu es pas dans le bon game. T'as perdu avant l'heure. T'es pas dans le bon game, mon gars. C'est clair. Tu fais ce métier pour de mauvaises raisons. C'est clair. Et t'as pensé quoi de Copy Comics? Oh bah frérot, Copy Comic, ça a été... Alors c'est marrant parce que c'est un truc qui est arrivé à une époque... Copy Comic, pardon. Ouais, où quasiment nous, dans le game, on était au courant depuis longtemps. Ok. Mais depuis longtemps. Le plagiat en France, ça a toujours existé. Mais toujours. Si je te dis qui a été le plus gros plagieur de l'histoire, tu vas même pas me croire. C'est Coluche. Coluche, il a dit une phrase. Un jour, il a dit, si je devais mettre le nom des mecs à qui j'ai piqué des blagues sur mon affiche, il y aurait plus de place pour le mien. Ok. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, c'est quelque chose qui a toujours existé. Aujourd'hui, il y a des circonstances qui font que, bon, il y a le plagiat entre comédiens ici en France. Ensuite, tu as le plagiat des gens qui pompent des trucs en américain, en anglais, qui se disaient ça ne traversera jamais l'Atlantique. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, avec Netflix, c'est clair. Tu te rends compte que voilà. Et qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que le mec a soulevé un débat et qu'aujourd'hui, les humoristes font beaucoup plus attention qu'avant. Et que par conséquent, c'était pas une mauvaise chose. Absolument pas. Moi, je pense que c'est bien. Et malheureusement, malgré ça... Mais c'est bien, ça met un kick. Oui, ça met un vrai kick. Alors, attention, malgré ça, il y a un truc très français, c'est que le plagiat dérange, j'ai l'impression, une caste de population. C'est-à-dire les gens qui sont proches de la culture, les gens qui sont proches des métiers de la scène ou du cinéma ou quoi ou qu'est-ce. Je crois qu'il y a une grosse partie de gens en France qui s'en battent la race. Mais vraiment. J'ai lu des choses assez incroyables là-dessus, où on disait oui, mais un tel fait mieux ce sketch. Mais non, c'est pas qu'il le fait mieux, c'est qu'il le fait en français. Donc tu comprends mieux en fait. C'est pas qu'il. Et puis, tu sais, moi je fais un truc sur Internet qui s'appelle les romans photos. Je sais pas si t'as lu ce truc. Tu vois, les romans photos, en fait, j'ai été plagié comme jamais, mais par des journalistes même, qui ont essayé de faire ça. Et à un moment donné, j'avais des potes à moi qui me taguaient. Tu vois. Et les gens qui faisaient ça disaient mais pourquoi vous dites que c'est du plagiat, etc., etc. Et je pense vraiment qu'il y a un vrai problème d'éducation en France sur la propriété intellectuelle. Les gens ne comprennent pas que quelque chose qu'ils n'ont pas inventé n'est pas à eux, en fait. C'est quelque chose de très français. Vraiment, je te dis, parce que moi, je m'en suis rendu compte que les gens, ils disent, bah attends, j'ai repris ta blague, il est où le problème? Et bah, c'est parce qu'en fait, moi, j'en vis, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et une blague, tu vois, il y a une fois, j'avais fait une blague en 2015 qui disait, BFM, tu leur enlèves l'islam, ils n'ont plus rien à dire. Ils parleraient que de la météo. Et même dans la météo, ils arriveraient à glisser que le ciel est bleu. Mais ça, c'est une vanne que j'ai écrite, moi, en 2015. En 2015, mon gars. Et elle ressort l'année dernière, quand il commençait à y avoir des polémiques sur la voile. 2019, la blague ressort. Elle fait plus un gros carton, plus que quand c'est moi qui l'ai sorti, tu vois. Et moi, j'ai tous mes potes proches qui me l'envoient. Théma, ta vanne! Théma. Et j'ai été obligé de la retirer de mon spectacle. Pourquoi? Parce que si je la fais sur scène, les gens disent mais ça c'est la blague qu'on a vue sur internet. Et moi j'ai pas le temps d'expliquer que c'est la mienne, que non. Je dis tu sais quoi, vas-y je l'enlève, c'est pas grave, je m'en ouf. Mais la vérité c'est que reprendre des blagues comme ça sans citer l'auteur, ça crée ce genre de situation. Moi j'ai un spectacle avec un nombre défini de blagues, et j'en enlève au fur et à mesure que je les vois sur internet. Je suis obligé. Moi, pour te donner mon ressenti vite fait, Farid, c'est que quand je suis tombé sur les vidéos de Copy Comic, j'étais un petit peu gêné.
Ouais. Gêné et un petit peu déçu. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de Jamel. Je t'ai dit que pour moi, c'était le meilleur, Ouais. etc. Mais c'est parce qu'il y avait cet humour qu'on Ouais. retrouvait, etc. Mais si tu vas, entre guillemets, prendre des vannes déjà sorties, Ouais. ça perd de sa superbe. Ouais. Et je me dis que si on a cramé des vannes, il y en a certaines qu'on n'a pas cramées. Donc ça Ouais. devient moins naturel. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Maintenant, alors, si tu parles du cas précis de Jamel, si on parle du cas précis de Jamel, Lui ou plein d'autres. Hein. Je fais pas une fixette. Hein. c'est que moi, Jamel, je suis pas sûr qu'il ait pompé lui-même. Tu vois, qu'il ait pris un truc. Souvent, t'écris avec des gens qui parlent mieux anglais que toi. Hein. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Moi, ça m'est arrivé de bosser avec des mecs et ils te donnent une vanne. Tu te dis, ah ouais, tu devrais dire ça, ça. Ah ouais, mortel, bien vu. Tu notes. Et puis un jour, tu la vois dans un spectacle d'un Américain. Tu te dis, mais t'es sérieux, toi? Tu me donnes des blagues de machin? Toi, moi, je connais pas trop les Américains. Moi, le seul vraiment que je connais, que je kiffe à la mort, qui pour moi est le waouh, Ouais. c'est Dave Chappelle. Ouais, il est bon. Tu vois? Ouais, il est Dave fort. Chappelle. Très fort. Mais parce qu'au-delà du fait de ces spectacles, c'est que l'esprit du mec, pour moi, c'est le mec qui me ressemble le plus dans ce qu'il pense. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui vont te citer. Alors, c'est marrant parce qu'en France, les gens ont des références en fonction de leur milieu social et de leur caste. C'est clair. Tu vois, clair, les blancs, un petit peu, vont plus kiffer Louis C.K. Louis C.K. Parce que. Alors, ça, c'est ma théorie. Et ça n'engage que moi. Attention, hein, je veux pas me faire insulter ou quoi. Ça n'engage que moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu nais dans un ghetto, que tu as une vie de fils d'immigrés, etc., tu n'as pas le temps d'avoir des névroses qui sont les mêmes qu'un mec qui a vécu peut-être une vie un peu mieux que la tienne. C'est-à-dire que les névroses ne sont pas les mêmes. Okay. Je te donne un exemple tout bête. Les vrais pauvres, ils veulent trouver un moyen de manger. Juste manger. C'est ça leur problème. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, il y a des gens qui ont des vies un peu meilleures. Leur problème de la journée, ça va être d'avoir du réseau. C'est clair. Voilà, elle est là la diff. Donc, Louis C.K. raconte des choses qui parlent aux gens qui ont le temps d'avoir des névroses. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Dave Chappelle parle de problématiques, de pauvres, de société, de... Voilà. Et du coup, ça s'adresse pas au même public. Mais c'est humain. C'est humain. Toi, demain, je te dis, je sais pas, t'es plus à même d'aimer, je sais pas moi, je vais te citer Haroun ou Roman Frécinet que Blanche Gardin, par exemple. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Sauf qu'en France, on a du mal avec ça, tu vois. Parce que en France, on veut pas ranger les gens dans une caste de... Mais ton public, c'est ton public. C'est clair. Jamel, au départ, c'était les gens de banlieue qui allaient le voir. C'est clair. Après, ça s'est élargi. Exactement. Au début, c'est eux qui l'ont porté. Exactement. Tu vois. Et c'est comme ça pour tout le monde. En fonction de ce que tu vas faire, c'est ça. En fonction de ce que tu vas faire, il va se passer des choses, tu vas attirer des gens exact. En fonction de l'identification dans ce que tu racontes. Maintenant, le pompage, t'es déçu, t'as été déçu, nous, on l'a tous été. Sauf que nous, on le savait depuis très longtemps. Ok. Moi, je vais même te dire un truc. Il y en a aujourd'hui, le seul salut qu'ils ont pour ne pas s'être fait cramer, c'est qu'ils sont pas assez connus. Mais ça va remonter. Bah non, bah en fait, j'espère pour eux qu'ils soient pas connus un jour, parce que s'ils sont connus, les gens vont aller s'intéresser à ce qui s'est fait avant. Ouais. Et ce qui s'est fait avant, c'est pas à eux. Moi, j'ai vu des gens pomper des 10 minutes de sketch. Entier. Bon, en tout cas, le message est passé là. Ah oui. Non, mais moi, je te le dis clairement. Ma position, elle est claire là-dessus. C'est bien, mais de toute façon. Le pompage, je m'exprime pas sur les réseaux là-dessus. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai pas envie de débattre. Ma position, elle est claire. Mais j'ai pas envie de débattre. Tu vois. Mais le pompage, c'est un fléau dans ce game. Bah oui. C'est un fléau. Et moi, je te parle même pas de ce qui a été fait avant. Ouais. Tu sais, la génération Meljot. Je te parle des mecs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux te garantir qu'il y a des mecs qui font des chroniques à la radio ou à la télé. T'écoutes les blagues. C'est des blagues qui sont depuis 3 semaines sur Twitter. T'en as plein. Hein. T'en as plein. En tout cas, Non, mais ça existe. Moi, tu me branches là-dessus, je te dis ce que j'en pense. Mais c'est bien, mais c'est le cas. Tu sais, moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es pas exprimé sur les réseaux, entre autres, mais à travers ce média, justement, tu fais part de ton ressenti et c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant là-dessus. Donc, je pense que le chapitre copie comics, on peut le boucler. Ouais. On peut le boucler. Avant de finir l'émission, Farid, je voulais qu'on aborde
on parle, pardon, de ton côté algérien, DZ, Ouais. que tu revendiques fièrement. Ouais. Est-ce que tu ressens l'amour du peuple algérien déjà? Ouais, alors tu sais, moi je veux pas faire l'hypocrite de D'accord. dingue, parce que comme je dis à chaque fois, faut pas brandir un truc dont tu ne connais que la moitié des choses. Tu vois, je donne un exemple tout bête, là il y a eu l'élection américaine, il y a eu Trump contre Biden, et en France, sur les réseaux sociaux, il y avait une guerre, mais en France, de Français, qui sont pas américains, Bien sûr. qui se prenaient la tête sur les réseaux, dans des débats, tu sais. Et quand tu lis, parce que j'adore moi lire, tu sais, ça me Ouais. donne des références en fait. Et je me suis rendu compte qu'il y a un bon nombre de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et par manque d'informations, c'est-à-dire que vous vous êtes intéressé aux États-Unis depuis 2 semaines qu'il y a une élection, mais vous pouvez pas donner un avis, sachant que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. C'est clair. Que quand tu veux donner un avis sur un pays, il faut reconnaître son historique, son présent et son Absolument, futur. Absolument. Connaître tout ça, ce n'est pas du tout le même système qu'en France, tu vois. Et je voyais des gens qui disaient des choses, et tu voyais en fait la carence de connaissances, tu vois. Et voilà. Et c'est pour ça que quand tu me dis, moi j'ai pris l'habitude de m'exprimer que sur les choses que je connais bien. Malheureusement, en Algérie, dans les années 90, il y a eu ce qu'on appelle la décennie noire. Mhm. Tu vois, ce qui fait que moi, je n'allais pas en Algérie. Et malheureusement, en 90, moi, j'avais 10 ans. En Algérie, j'y suis allé en 86. Et pendant 10 piges derrière, j'y suis pas allé. Et pendant ces 10 piges, j'allais en vacances en France. Et quand je suis arrivé à l'issue de ces 10 piges, j'avais 16-17 ans, je partais en vacances avec mes potes en Espagne. Ce qui fait que l'Algérie, j'y suis retourné qu'une fois. Donc, l'Algérie, de ce que j'en connais, c'est ce que je vois moi de loin. D'accord. Tu vois, alors je me renseigne beaucoup, hein. Parfois même, je regarde beaucoup des reportages sur ce qui s'est passé, l'historique, les villes, les villages, les machins, les coutumes, les machins. Mais réellement aller m'imprégner de l'énergie de l'Algérie, le pays et des Algériens, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. D'accord. Malgré tout, je vis à l'algérienne, évidemment. Mes parents, je mange algérien, je bois algérien, je parle algérien. Tu sais, c'est... Voilà. L'Algérie, c'est dans le sang, hein, de toute façon. Tu Bien vois. sûr. Mais j'ai cette carence qui fait qu'aujourd'hui, ça me manque cruellement d'aller redécouvrir mon pays, dans mon pays d'origine, dans toute son entièreté. J'espère faire ça rapidement. D'accord, bien. Parce bien. que, tu vois, quand tu dis je sens quelque chose qui se passe là-bas, me concernant, j'ai énormément d'Algériens qui me suivent, C'est bien, c'est mortel. qui m'envoient des messages, qui m'encouragent. C'est mortel. Je crois pas de souvenir avoir vu un Algérien qui m'a envoyé quelque chose de négatif. Bien. Si, une fois, c'est parce que j'avais fait un sketch sur les Kabyles. Et Ouais. voilà, et c'est l'exemple type. C'est-à-dire que en Kabylie, il y a un malaise qui est lié donc à l'appartenance. Et en fait, moi, je l'ai sous-estimé, ce petit malaise. Donc moi, je suis algérien, pour moi, je suis algérien, donc je peux me moquer de n'importe qui en Algérie. Mais non, parce qu'en fait, il y a un petit malaise Tout à fait. que j'ai pas su mesurer par ma méconnaissance. Et du coup, quand je me suis moqué un peu des Kabyles, j'ai ramassé des menaces de ouf. Ok. Tu vois, alors que pour moi, c'est des frères, plus encore que quand je me moque d'Antillais ou d'une communauté comme les véganes ou comme les gays ou comme, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, il y avait rien de... Et en fait, je me suis dit, putain, tu vois, t'as pas mesuré parce que tu as une méconnaissance Bien de ton sûr. pays d'origine. Et du coup, c'est ce que j'essaie de travailler là, le plus, c'est de vraiment de me réimprégner de l'Algérie et de moi. Et voilà. Et mon père, là, je pense y aller avec mon père prochainement. Bien, bien, bien. Voilà. C'est en ça que... Et l'Algérie, ouais, quand ça joue au foot, on soutient. J'aime pas le foot, hein, mais Ouais. quand c'est l'Algérie, c'est pas du foot. D'accord. C'est l'Algérie, c'est pas pareil. Il y a un gars de chez nous, là, un frère à nous qui joue Riyad Mahrez, que tu connais. Putain. Eh ben, dis-toi qu'il vient de chez nous, je le répète fièrement, ça, avec fierté. Vous pouvez, hein. Vous Ouais, pouvez, bah, le bah, mec c'est- est bon, putain. C'est mortel, c'est mortel. Mais ouais, effectivement, déjà, merci pour ta franchise. Merci sincèrement, Avec plaisir, Farid, pour ta avec franchise. plaisir, mec. Pour ta gentillesse, d'avoir pris le temps de justement de nous conscientiser. Tu sais, comme je te le disais tout à l'heure en off, c'est super important pour nous de voir des brothers qui œuvrent, des brothers qui charbonnent et qui n'hésitent pas à nous parler de leur parcours, qui était pour beaucoup rempli d'embûches. Ouais. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Parce que malheureusement, on a tendance à l'oublier, tu sais.